Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. Un vaste entrepôt d'alcool frelaté a été démantelé par la gendarmerie nationale, découvert dans la commune d'Abobo et généré un chiffre d'affaires quotidien de 5 millions de francs CFA au détriment de la santé des populations. Près de 100 cas recensés, 2 personnes décédées. La dengue continue de se propager en Côte d'Ivoire. Pour lutter contre cette maladie, une campagne nationale de démoustication a démarré. Elle se fait notamment par drone. Et puis, que se passe-t-il au Niger? Est-ce une mutinerie ou un coup d'État? Depuis ce matin, le président nigérien Mohamed Bazoum est séquestré par sa garde rapprochée. Autre victoire contre la contrebande en Côte d'Ivoire. Hier soir, un entrepôt d'alcool frelaté a été démantelé dans la commune d'Abobo. 5 personnes ont été interpellées. Une opération de la gendarmerie nationale qui met ainsi fin à un trafic illégal et dangereux générant jusqu'à 5 millions de francs CFA. Le reportage de Timé Danger et Tanguy Conan. Moins d'un mois après la découverte d'une unité clandestine de production de cigarettes à Abobo, la gendarmerie nationale, sur un nouveau théâtre dans un autre quartier de la commune, Aboboté, y est démantelé cette fois un entrepôt d'alcool frelaté de contrebande. Sur les lieux, un important lot de boissons entreposées dans des conditions insalubres dans 9 entrepôts. Un business lucratif pour ces interpellés qui s'adonnaient à cette activité préjudiciable à l'économie nationale et à la santé des populations. Je suis ici, ça fait 3 ans maintenant. Moi, je suis gérant. On a des camions de livraison et puis 2 gens qui travaillent avec moi ici. J'ai le carton qui est là, ici, qui fait 1 mois. Il y a le carton aussi qui a fait 2 semaines. Donc, c'est ça. Le mois, on peut vendre 3 000 cartons. Ça dépend. Par jour, on peut avoir 5 millions, 6 millions, ça dépend. C'est le patron qui fait le prix. Et puis, il y a le fois si le client vient, si le client n'a pas donné l'argent là-bas, il peut donner l'argent ici. Outre le gérant, l'un des présumés cerveaux de ce commerce de contrebande, 2 jeunes migrants embarqués dans la distribution de produits de contrefaçon. Je suis venu charger ici le matin. Après midi, on est en train de secousser les cartons et puis ils sont venus nous embarquer. Ça fait 2 mois que je travaille ici. Je suis quitté au Mali pour venir me débrouiller ici. Je lui ai rencontré parce que mes éléments qui viennent en Côte d'Ivoire ici et me dit qu'il y a un boss ici qui est très riche. Donc je suis venu lui rencontrer comme ça. Puis je suis commencé à travailler avec lui. Il m'appelle, s'il y a bagages à charger, il m'appelle. Nous venons charger des bagages ici et puis nous allons à Djamé là-bas. Nous on se défend parce que souvent quand il y a l'opportunité, on vient, on gars ici. Moi je me reposais et puis les agents sont venus. Et puis ils nous ont demandé où est le gérant. C'est ça, ils disent c'est le gérant qui est là. Nous sommes venus chercher à manger. Pour nous, on est souvent s'il y a bagage à prendre, on prend. S'il n'y a rien aussi, on s'en va se débrouiller ailleurs. Pour nous, c'est comme ça. Cet autre coup de filet des hommes de la maréchaussée ivoirienne se situe dans le cadre des opérations de lutte contre la contrefaçon, engagées par le groupement de renseignement et des unités rattachées de la gendarmerie nationale. Un détachement opérationnel qui, outre les saisies de produits prohibés, a interpellé pour nécessité d'enquête 5 mis en cause, dont le gérant, de la société illégale, dénommée Cave Amitié. Je vous le disais, une campagne nationale de démoustication par drone a été lancée pour lutter contre la propagation de la dengue. Elle se concentre particulièrement dans les zones les plus touchées, notamment Cocody, comme nous le montrent Pierre Dipomélin et Tanguy Conan. Accéder aux zones marécageuses difficiles d'accès où prolifèrent les larves de moustiques avec des drones, c'est le sens de cette opération de démoustication du ministère en charge de la santé qui vise à donner une riposte à l'épidémie de dengue. En première ligne, les agents du Programme national de lutte contre le paludisme, équipés de drones pulvérisateurs, en collaboration avec l'INHP. Objectif, réduire la densité des moustiques. Non seulement nous avons les drones qui sont en haut, qui pulvérisent tous les gîtes qui sont inaccessibles à la population, mais nous avons des équipes sur le terrain. Donc l'équipe d'en bas qui travaille à travers les ASC, qui nous permet de détruire tout ce qui est les pneus. On explique aux populations comment reconnaître les gîtes larvaires pour pouvoir les détruire. Et on a une équipe aussi qui voiture, on a une équipe motorisée aussi, qui passe aussi dans les quartiers, qui fait ce qu'on appelle la fumigation. On passe en général vers les soirs pour détruire tout ce qui est moustique adulte. Donc c'est une lutte complète. C'est pour ça que vous voyez, nous sommes avec ici le docteur Fofana,
qui représente le professeur Beignet ici à cette occasion. Donc nous sommes ensemble, c'est ensemble qu'on fait cette activité. Plusieurs sites sont ciblés dans la commune de Cocody, notamment Palmeraie, Gobelets, La Corniche, Cocody Ambassade, Cocody Centre. Au moins 92 cas ont été recensés, principalement dans les communes de Cocody et de Bingerville. C'est la 6e fois que le pays est victime de cette épidémie depuis 2009. Après sa disparition le 3 juillet dernier, la communauté universitaire ivoirienne continue de rendre hommage à Francis Vaudier. Hier, la faculté de droit de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody a salué la mémoire de l'éminent constitutionnaliste. C'était en présence de Timé Danger et Tanguy Conan. Hall de la présidence de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, Cocody. Y sont rassemblés disciples, proches, élèves et autres étudiants de la faculté de droit. Tous venus saluer, à l'appel de la faculté de droit de ce temple du savoir, la mémoire de son tout premier doyen, feu Francis Vaudier. La tribune, l'hommage de la communauté universitaire à celui qui fut le premier Ivoirien agrégé de droit, un érudit des sciences juridiques, que des disciples égrènent des pans de la vie au service du droit. Lors des avocats, par ma voix émue, et pour le compte d'une multitude de ses membres, dont moi, ayant bénéficié des lumières éblouissantes du professeur et ainsi fait leurs humanités en droit grâce à lui, salue la mémoire du professeur disparu et s'incline devant la poésie sans limite de son œuvre, la richesse et l'esthétique de son esprit incomparable. Considéré comme le patriarche du droit en Côte d'Ivoire, des proches, eux, comptent un pionnier qui ne transigeait pas avec ses principes. Un sujet, un thème, quel qu'il soit, quand il a été traité par le professeur Francis Vaudier, il ne présente plus d'aspérité pour personne. À travers ses longues et brillantes introductions, à travers ses développements qui renouvellent, le sujet est disséqué, déshabillé, pour être offert dans sa nudité à l'auditeur ou au lecteur. Initiateur de cet hommage posthume, l'actuel doyen de la faculté de droit situe portée et attente. C'est le monde des professeurs et des praticiens du droit qui est en deuil, qui a perdu un patriarche. Il était normal qu'un hommage lié à son rang, dû à son rang, lui soit rendu pour ce qu'il a apporté en Côte d'Ivoire dans la sémence intellectuelle des jeunes qui ont fait le droit comme étant la matière d'étude. On a soumis à l'université une doléance et ce sera au ministère et à l'État de décider. Mais nous croyons humblement que Francis Vaudier, pour ce qu'il a été, peut avoir l'hommage rendu à travers un nom, son nom donné à un amphi. En attendant l'aboutissement de cette attente et l'inhumation prévue le 4 août prochain, pères, disciples, proches et étudiants de la faculté de droit se sont inclinés pour saluer la mémoire du premier président ivoirien, du jury du concours d'agrégation, terrassé par la grande faucheuse à 87 ans. La boxe ivoirienne prête à briller dans le développement sportif de la Côte d'Ivoire. Le choc des titans fait son retour après 3 éditions ce samedi, avec au programme notamment des combats entre champions internationaux. Le reportage de Moussa Nikema, Zécré Joseph. C'est bientôt la 4e édition du Gala international de boxe, dénommé le Choc des Titans. Ce rendez-vous sportif, qui allie pratique de boxe et festival culturel, débutera ce 29 juillet avec beaucoup d'innovations. Par les valeurs de la boxe, nous allons porter un ring dans les communes pour non seulement créer une journée festive autour de la boxe, les valeurs du sport. Comme on dit, l'innovation cette année, c'est de porter un côté social à la boxe pour que le jeune Ivoirien qui n'a pas l'opportunité d'avoir d'Internet chez lui puisse avoir une attraction saine. Pour moi, c'est l'école de la seconde chance. Et derrière, appeler les autorités à monter sur le ring pour sensibiliser ces jeunes-là de certaines valeurs. L'un des objectifs de cette initiative est de rallumer la flamme du noblard en Côte d'Ivoire. Une vision partagée par le ministère des Sports. La boxe peut être une activité, une discipline qui pourrait permettre d'insérer de nombreux jeunes, autant dans l'activité de boxe que les métiers qui gravitent autour de l'événement de boxe. Pendant environ 5 mois, ce gala réunira des anciennes gloires de la boxe ivoirienne, mais aussi de nouvelles pépites. Je pense que le choc des titans est en train de changer la donne, de faire grandir l'écosystème et qui permet de faire vivre l'écosystème des sports de combat en Côte d'Ivoire. C'est un facteur réel d'insertion et de réinsertion de la jeunesse
Et on veut le faire en Côte d'Ivoire et l'initiative du Grand Frère Jimmy Traoré au travers de la boxe anglaise est à saluer et à accompagner. Les phases nationales se dérouleront dans 18 villes et communes du pays et la finale prévue pour le 18 décembre fera également des combats opposant des athlètes internationaux. L'objectif étant de fédérer les acteurs de la boxe et de partager aux jeunes les valeurs de civisme, de paix et de solidarité. Les Ivoiriens seraient-ils plus attirés par l'argent que les fleurs? C'est ce que pensent de nombreux entrepreneurs qui se sont lancés dans le business des bouquets d'argent, une activité en plein essor dans le pays, comme constaté par Bénédicte Silué et Massi Touré. Familial, aménagé en bureau, qu'elle et son équipe confectionnent ces bouquets d'un autre genre. Nous sommes 6 au total. Il y a le saxophoniste, l'assistante, la personne qui fait les discours et autres. Un talent qui ne requiert généralement pas de formation, selon la vendeuse. La main-d'œuvre de ces prestations varie entre 15 et 30% du prix de la commande. J'ai regardé un peu sur des pages sur YouTube et c'est de là qu'est parti. Je me suis moi-même formée. La plus grosse somme de bouquet qu'on a déjà fait, 3 millions. Anniversaire, Saint-Valentin, fiançailles, toutes les occasions sont bonnes pour offrir ces bouquets aux personnes que l'on aime. C'est le cas de cette cliente qui a sollicité les services de cette structure dans le but de faire une surprise à sa maman. J'ai voulu faire cette surprise et pour pouvoir la marquer un peu avec le geste. Et ça va plus lui faire plaisir que l'épargne et tout ça. Pari réussi pour la jeune fille au vu de l'émotion de sa mère. J'ai dit merci à mes enfants que Dieu leur donne longue vie, santé, tout ce qui est bon pour eux, qu'elle les accorde ça. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi waouh quoi. Et je vois qu'elle a aimé, c'est ce que je voulais en fait. Tout comme Cynthia Goua, Davila Quadio excelle dans ce domaine depuis 2020. C'est à son domicile qu'elle transforme ses billets de banque en forme de gâteau. Un business fructueux, selon elle. À la base, ce n'était pas des money cake bouquets d'argent, c'était plutôt des petits déjeuners, des crêpes et tout. Mais un jour, comme ça, il y a un de mes clients qui me demande « Madame, est-ce que vous faites les bouquets d'argent et tout ?» Je dis « Oui ». Pourtant, je ne savais même pas comment on faisait. Donc là, j'appelle une copine rapide, elle vient m'aider et puis c'est de là que vraiment que tout est parti, quoi. La plus grosse somme de money cake que j'ai eu à faire, c'était 2 millions. Le business de money cake nourrit son homme parce qu'il y a tout le temps des anniversaires, il y a tout le temps des fêtes. Grâce à cette technique de communication particulière sur les réseaux sociaux, elle parvient à se démarquer de la concurrence, ce qui lui permet de faire un chiffre d'affaires d'environ 1 million de francs CFA par mois. On peut aller à de 250 000 à 200 000 par semaine. Parce que si un client vient commander au moins un money cake de 1 million, tu as 15%. Et 1 million, ça peut arriver en moyenne 1 fois à 2 par semaine. La reine des money cake ici à Abidjan, c'est bel et bien dit là. Si ce concept a conquis plus d'un, d'autres semblent plus sceptiques. Tu veux me donner de l'argent, donne-moi directement. Au lieu de passer par quelqu'un d'autre pour décorer, c'est peut-être que c'est joli à voir, mais moi je trouve ça inutile. C'est juste pour bluffer un peu, pour faire le buzz, s'amuser. Sinon, ça n'a pas trop de sens pour moi. La Côte d'Ivoire n'est pas le seul pays concerné par cette tendance. Plusieurs pays africains partagent cet engouement autour de ces cadeaux ornés de billets de banque. Dans l'actualité internationale au Niger, que se passe-t-il? Depuis ce matin, le président Mohamed Bazoum est séquestré par sa garde rapprochée. La communauté internationale a demandé sa libération immédiate et Patrice Talon est à Niamey pour tenter une médiation. Le point de Pierre Dipomela. Une tentative de coup d'État est en cours au Niger, où le président Mohamed Bazoum est retenu par les membres de la garde présidentielle. Ce qui avait débuté par un mouvement d'humeur a très vite tourné en séquestration du président de la République nigérienne après l'échec des discussions avec les mutins. Les manifestants contre ce coup d'État tentaient de s'approcher de la présidence où Mohamed Bazoum est retenu quand ils ont été dispersés par des tirs de sommation. Au moins un manifestant a été blessé. La sécurité autour de la télévision publique a été renforcée. Le Niger, partenaire privilégié de la France dans le Sahel, en proie à la violence djihadiste dans plusieurs parties de son territoire, est dirigé par le président démocratiquement élu, Mohamed Bazoum, au pouvoir depuis avril 2021. Depuis l'indépendance de cette ex-colonie française en 1960, il y en a eu 4, le premier en avril 1974 contre le président Diori Hamani,
Le dernier en février 2010, qui a renversé le président Mahamadou Tandja, sans compter les tentatives de putsch, nombreuses. Et pour en parler, nous sommes en liaison avec Arthur Banga, historien et analyste politique. Bonsoir Arthur. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On vient d'avoir un aperçu de la situation en ce moment au Niger. À quoi est-ce qu'on assiste? Est-ce une simple mutinerie ou un coup d'État? Non, je pense qu'on est plus, la tendance est plus vers un coup d'État depuis ce matin. Parce qu'une mutinerie se serait réglée autour de revendications corporatistes. Là, on voit bien la durée, l'échec des médiations internes montre clairement qu'on est dans une tentative de coup d'État. Clairement dans une tentative de coup d'État. Est-ce qu'à ce stade, on devrait craindre un affrontement entre la garde républicaine et les autres corps de l'armée ? Pour l'instant, la situation est assez confuse et on voit qu'il y a une seule unité qui est en tête, c'est la garde républicaine, comme vous l'avez dit. On ne sait pas comment vont se comporter l'essentiel des autres troupes de l'armée, puisqu'on ne les a pas entendus dans la journée. Est-ce qu'on ne les a pas entendus parce qu'elles soutiennent ou on ne les a pas entendus parce qu'elles se préparent en attendant que les médiations échouent ou pas? Mais il y a un vrai risque, il y a un vrai risque d'affrontement, d'autant plus que Bazoum s'organise, ont tenté de manifester cet après-midi. On pense nécessairement qu'au sein de l'armée, il y aura des unités qui seront fidèles. Comment vont-elles se comporter? C'est d'où l'importance des médiations qui auront lieu et qui continuent d'avoir lieu depuis ce matin. Dans le pire des cas, si les militaires parvenaient à renverser le régime, quelles pourraient être les conséquences pour le Niger? Ce serait dramatique déjà, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, dans sa jeune histoire, le Niger a 4 coups d'État. Mais on pensait quand même que depuis 2010, et on avait relativement apprécié le coup d'État de 2010 parce qu'il mettait fin à une tentative de 3e mandat. Les élections passées, Mamadou Issoufou, après 2 mandats, est parti. Bazoum est démocratiquement élu. Le Niger est le pays qui s'en sort le mieux dans la lutte contre le djihadisme dans le Sahel. Et donc là, ce serait déjà une catastrophe de ce point de vue-là, que des militaires enrayent un processus démocratique. On a souvent entendu, pour justifier ou disons pour prétexter des coups d'État, des déficits démocratiques, des histoires de 3e mandat, des histoires d'échecs à recouvrir le territoire. Donc tous ces arguments sont battus en brèche par la politique de Bazoum et par son accession démocratique au pouvoir. Donc ce serait déjà un recul. Et puis deuxième chose, finalement, comment l'armée va se comporter? Est-ce qu'elle sera toujours unie pour faire face justement à la menace terroriste? Comment vont se comporter les partenaires internationaux qui sont d'une importance dans la résistance plutôt intéressante que faire le Niger? On est vraiment à la croisée des chemins si ce coup d'État-là deviendrait un succès. Et on le voit, les coups d'État sont de plus en plus fréquents dans la région. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un effet de contagion dans l'espace CEDEAO? On le constate cette contagion. Mali, Guinée, Burkina, aujourd'hui Niger, et même si on écarte un tout petit peu, on peut toucher le Tchad, même si c'est pas tout à fait la CEDEAO, c'est à proximité tout de même. Et donc on est vraiment dans cet effet de contagion qui montre aujourd'hui qu'il y a des efforts à faire dans le sens de rendre nos armées beaucoup plus républicaines qu'elles ne le sont aujourd'hui, qui montre qu'il faut renforcer le civisme déjà au sein des armées, au sein des populations. Et si, comme je le disais, si on avait des prétextes pour les 3 premiers coups d'État, celui du Niger montre que vraiment, ce n'était que des prétextes. On a plutôt affaire à des militaires qui manquent souvent de devoirs républicains, et c'est plutôt quelque chose de dangereux. Ça interpelle aussi la CEDEAO, déjà dans la prévention, mais aussi dans la réaction. Je pense quelque part, c'est parce qu'elle n'a pas su remettre les pendules à l'heure au Mali, au Burkina, en Guinée, que ça donne des ailes. Si elle avait pu restreindre ou empêcher les putschistes de s'installer dans ces pays-là, je pense qu'on aurait moins cet effet de contagion. Donc ça appelle tout le monde, et principalement notre organisation sous-régionale, à pouvoir réfléchir à des mécanismes plus efficaces contre ces putschs qui sont une honte à ce siècle-là et qui sont un vrai recul démocratique pour notre continent.
Merci Arthur Banga pour votre lecture de la situation à Niamey. Et puis on attend les nouveaux développements au Niger. Merci. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite au programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.